d'être là, content d'être à la maison. Je crois que j'ai rarement été aussi fatigué après l'arrivée d'une course. Il y avait vraiment une pression et une attente sportive avec l'arrivée de ces nouvelles machines. Il ne suffit pas de claquer les doigts pour apprendre l'utilisation de ce bateau de 32 mètres de long, hyper complexe. Ça demande aussi énormément d'énergie. La boucle était vraiment bouclée le jour où on est arrivé à la Trinité-sur-Mer, après le convoyage retour de Martinique. La température a pas chuté d'un coup. Mais ouais, c'est particulièrement froid quand j'écoute là. En fait, il fait plus doux en mer. On est fiers de notre course, de l'engagement qu'on a mis tout le long. On aurait peut-être voulu préférer avoir un autre classement, mais on s'est vraiment battu tout le long. Ça a été très dense et très intense entre la mise à l'eau du bateau et l'arrivée de la Transat Café L'Or. C'était une sorte de tunnel. On était vraiment focus que sur cet objectif. Ouais, il y a la fierté. La fierté du chemin parcouru. Mayday, Mayday, Mayday. Ici, Lazare, Lazare, Lazare. On a chaviré. Je répète, le trimaran, Lazare a chaviré. Mayday, Mayday, Mayday. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y en a un qui chavire au large du Cap de la Hague. Je suis prévenu très très vite, les protocoles sont bien établis, tous nos numéros sont référencés au cross. En plus, il y a le patron là. Et nous, on va surtout prévenir très rapidement les équipes à terre et surtout, et ça c'est un truc qui me stresse à chaque fois, c'est que personne ne puisse s'emparer de l'information avant que le team et les personnes contacts d'urgence ou la famille puissent être prévenus. Eh ben, on s'appelle tout à l'heure. Ouais, ça marche. Dérive nord-est de 6 nœuds. Donc les deux personnes, 2 hommes âgés de 28 et 36 ans, sont actuellement dans la coque. Pas d'obstacle particulier sur la coque puisqu'elle est entièrement retournée. C'est principalement la sécurité civile qui vient, les hélicoptères de sécurité civile qui ont des dispositifs d'élutreuillage et ils sont hyper entraînés à ça. Et ils ont récupéré l'équipage assez rapidement. Ça reste un traumatisme pour ces skippers, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a pu être récupéré. La nuit avance et là, on a un deuxième chavirage, celui de Coesio. On a bon visuel sur vous, on est vertical dans 20 secondes. Ok, bien reçu. On est en pleine nuit, donc il y a toute l'équipe qui est mobilisée à chaque fois. Là. Un premier à l'envers, toute l'équipe est là. Un deuxième à l'envers. Voilà, on dit bon, va falloir qu'on pense à dormir nous aussi un petit peu. On commence à se reposer, on pense à ce qui va se passer le lendemain. Et boum, Inter-Invest aussi à l'envers. Et avec des vents moyens là, qui plutôt aux alentours de 18-20 nœuds. C'est assez stressant pour tout le monde. On imagine bien plus stressant pour ceux qui sont dans l'eau, mais c'est assez stressant pour tout l'environnement proche du bateau. Comme tous les matins, je file direct à la douche, sans allumer le téléphone. Pas du tout réveillé, donc justement, ça me permet toujours ces petites douches du matin de me réveiller. Et là, j'ai ma compagne qui arrive en pleurs, en me criant dessus. Ils ont chaviré. Voilà, elle a dû allumer son téléphone pendant que je me douchais. Et elle a vu tous les Ocean 50 qui ont chaviré. Ouais.
Non, mais ça va bien se passer. C'est sûr. Je l'apprends le matin au réveil très vite. Évidemment, c'est ce qu'on veut tous éviter. Ça monte un cran le niveau de pression aussi pour l'ensemble des teams sur les conditions qui sont données. Et donc, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour un événement que de savoir que des bateaux sont en difficulté, des marins l'ont été, etc. Donc là, maintenant, on attend tranquillement. C'est un petit milieu, on se connaît tous. Et donc, ouais. Et que ça arrivait un petit peu brutalement, comme ça, cette info. C'était une belle piqûre de rappel pour nous, à la classe ultime, qui allons prendre le départ. Et Kozio, a priori, il est sur la plage. Il est à la côte à Gardier. S'il est à la côte, le bateau est détruit. C'est des cailloux. Ultime et Ocean 50, c'est pas comparable en termes de passage dans la mer, en termes de capacité à traverser 30, 35 ou 40 nœuds de vent. On parle pas du tout de la même chose. Naughty 50 sont plus des petites mobylettes dans lesquelles ça va être plus facile de changer de voile. Mais le pendant de ça, c'est aussi que ils font la moitié de la taille d'un ultime et qu'ils sont beaucoup plus légers. Donc dans la mer et le vent, c'est beaucoup moins marin. Tous les marins sont sains et saufs, mais c'est quand même un drame technique. Enfin, pour ces projets-là, c'est quand même fort. Donc du coup, on part un peu chargé. Moi, je pars un peu chargé. Je pense que chacun a été marqué par ce qui se passait. On sait aussi que les conditions de la journée de départ sont assez soutenues. Il y a de la mer, il y a du vent. Enfin, on part dans des conditions où il faut être concentré, quoi. Il y a un sentiment d'inquiétude, mais encore plus, je pense, pour les familles qui voient leurs proches partir sur une course dans des conditions qui sont vraiment difficiles. Bon. Faire un petit bisou à ma maman. Et... Ah, elle est là ? Ouais. De base, une maman, ça s'inquiète toujours. En plus, avec les chavirages du matin, forcément, ça lui rajoute encore plus d'angoisse. Le but, c'est forcément essayer de la rassurer, ou en tout cas qu'elle enlève de sa tête le plus rapidement possible cette information. Bon, il faut avoir confiance, il est grand, oui. Responsable. Les deux. Et on est préparés. Et il est un bon coéquipier qui est sympa et sérieux aussi, donc ça devrait aller. Voilà. Petit quand même. C'est le petit, oui. Hein. Vous souhaitez qu'il aille pas trop vite, et moi j'ai envie qu'il aille très vite. Bon, c'est bizarre, hein. Non, mais... Par contre, vous avez tous les deux envie qu'on soit de l'autre côté à l'arrivée. Par contre, il faut qu'ils arrivent tous les deux. Il faut que je la rassure, que je banalise les choses. Forcément, elle a entendu parler qu'il allait avoir du vent. Je lui dis, mais non, t'inquiète pas. On a un gros bateau, ça tient bien la mer. Et voilà, j'essaye de lui enlever ce stress. Quand je croise maman d'Anthony, je sais ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent à ce moment-là. Alors c'est une relation très, très particulière parce que j'ai envie de la serrer dans mes bras, mais je sais aussi qu'elle est gentille, mais c'est sa faute si mon fils est dans cette situation-là. Donc ça crée cette relation un peu particulière qui crée forcément aussi un peu de l'émotion, puis aussi un lien d'attachement. Ils sont bien préparés, bien concentrés, donc ça devrait aller. On est prêt, ouais. On a envie d'en découdre. C'est plaisant pour des skippers de sentir un armateur, un sponsor aussi impliqué. Il est d'un naturel assez taiseux, du peu que j'en connaisse et que je vois depuis le début de la saison. Et néanmoins, on sent son envie, mais il reste aussi très sensible à ne pas nous surcharger émotionnellement ou en pression. C'est très appréciable, c'est un boost supplémentaire. C'est pour ça va. Et on va faire. On vous pousse et on vous regarde. Et Samuel, merci pour les encouragements. On va faire ça bien. Bon vent. Et puis. Je reçois. Soyez prudents. Ouais, bien sûr. Allez, ciao les gars. Ciao. Au moment où le bateau quitte le ponton, il y a une forme de ouf. Ça y est, ça commence. Et en même temps, la pression monte
d'un cran, parce que là, pour le coup, ça y est, on peut plus reculer. Oui, je vis mon rêve, on vit tous notre rêve, en tout cas, je pense tous ceux qui sont sur les ultimes. Mais c'est un rêve qui demande aussi de l'engagement. Déjà, ça se mérite, ce genre de rêve, et puis on sait que dans quelques heures, on va se faire secouer. Ma première mission, elle est de donner un cadre à ce départ-là, à l'équipe. Et que du coup, on puisse gérer cette émotion au travers d'un conducteur, en fait, qui soit très carré. Et ça nous sauvegarde un petit peu d'oublier des choses et puis de perdre la concentration. Quand on est dans le départ, on est déjà projeté plutôt sur la partie des prochaines heures. La sortie du port, pas avoir d'erreurs bêtes le temps d'aller sur la zone de course. Et surtout, il y a le SAS Kinect, l'écluse, à passer. Avec nos bateaux, c'est quand même pas très large. Et t'as toujours ce stress d'avoir un souci pendant le passage de l'écluse pour aller regagner le plan d'eau et d'abîmer le bateau à peine sorti du port, quoi. Il suffit de frôler un quai et faire une entaille et voilà, nos bateaux sont très costauds pour passer la mer et faire les tours du monde, mais longer un quai, ça reste du carbone et tu peux faire une entaille et l'ouvrir en deux. Donc les manœuvres sont toujours à chaque fois un peu stressantes. C'est assez compliqué de passer cette écluse parce qu'elle est très longue et le vent était de travers. Faut mettre le plein gaz pour avoir le maximum de manœuvrabilité et puis pas réfléchir de bout en bout, c'est tout droit et puis on est libéré quand on est sorti. Ouais, DC pour actuel. Ouais, je t'écoute. Ouais, donc on va appuyer un peu tribord à mur et on se mettra bâbord à mur là où sont actuellement Sodebo et SVR. La première chose qu'on veut aller faire, c'est tester le vent sur la ligne. C'est-à-dire qu'on va aller amener le bateau sur la ligne de départ, on va le mettre en configuration de départ, selon les prévisions qu'on avait, selon les estimations. Et on va faire un premier passage de ligne à fond, pour savoir si on a effectivement les bons réglages, les bonnes voiles, la bonne position sur la ligne. Ils sont sous J2, Sodebo. Là, ils sont sous J2, Sodebo. Ils sont à 27 nœuds, là. Alors là, il y a l'observation des autres qui est vachement importante parce que tout le monde s'est mis à peu près dans la configuration du vent qu'il allait avoir dans 2 heures. Donc du coup, Anthony et Julien sont assez à l'aise à prendre la décision de se mettre dans cette configuration-là. Si jamais tu avais un des concurrents qui avait décidé de partir tout dessus, ça aurait compliqué la décision parce que c'est d'accepter que pendant une demi-heure, le concurrent aille plus vite. Et comme les gars, c'est des compétiteurs, c'est des chiens, c'est inacceptable d'avoir ça. Sodebo fait juste le choix de partir avec une voile un peu plus grande devant et puis pour les autres, globalement, on est tous dans la même configuration de voile. On voit que les choix ont convergé, donc ça donne du crédit à notre prise de décision. Ouais, je pense que la bonne stratégie, c'est de faire comme Sodebo, abattre un peu et virer à peu près là où a viré Sodebo. Le mieux pour éviter les erreurs, c'est quand même de bâtir des routines. C'est vrai dans beaucoup de sports de haut niveau, la voile et la course au large, ça n'y échappe pas, surtout sur des moments très techniques comme le départ. Tout ça est assez millimétré et on vient chercher plein d'informations dans cet essai, quoi. Savoir si on est assez toilé pour voler à 100% ou si on est un peu sur le fil. Et puis ça nous met direct dans le bain, on est à 40 nœuds direct, que le bateau vole bien et que du coup on est content de la config pour le départ. Ouais, continue un peu comme ça. Là, faut pas que t'abattes par rapport aux IMOCA. C'est bien comme ça. Donc on part un peu sous-toilé, mais par contre on sent que le bateau il est quand même agréable sur le premier run test et ça nous valide le fait qu'on va garder cette configuration pour le top départ. On fait le choix de se séparer des membres de l'équipe qui nous accompagnent sur le départ assez tôt, pour la simple et bonne raison qu'on a fait nos essais. On a validé, maintenant on ne reviendra plus en arrière parce qu'il est trop tard, le choix de toile du départ, qui nous semble être le bon. Et puis derrière, il va falloir s'écarter, aller se placer sur la ligne et on n'a pas envie de faire ça au dernier moment.
T'arrives à ralentir un peu le bateau? Oh non. C'est bon, Willy? Bon, bah les gars, c'est parti. Ouais. On regarde dessus. Merci les gars. C'est le moment où on se relâche. C'est le moment où Anto et Julien disent bon, c'est bon, on a le bateau. Étant donné les conditions là, de mer, il est très difficile d'aborder le trimaran. Et donc du coup, on fait le choix, mais comme toutes les équipes, de sauter à l'eau. Donc là, on a des combinaisons étanches qui permettent de largement supporter ce bain au mois de novembre. Quand on s'est retrouvés à deux pour partir sur notre qualif, on était ravis d'être enfin à deux sur le bateau. Oui, c'est un peu égoïste, mais je pense qu'au départ, on est content d'être enfin dans ce qu'on attend, le départ de la Transat Café l'Or avec cette machine-là, et d'être enfin tous les deux à aller au bout du projet. Super. Ok, on a tout le monde. On attend tes plans ou pas? Ah bah oui. Ah bah oui. Pour le départ, le choix que nous avons fait est plutôt raisonnable, de dire on va recevoir nos invités sur un petit spot intéressant, pas très éloigné d'endroits où les bateaux devaient passer, pour suivre le départ et puis aussi vivre de visu les premiers milles lors du passage sur la côte. Bon, donc il y a un peu d'enjeu. Juste vous interrompre, regardez ce qui se passe à l'écran là, Laurent. Ce qu'on voit, les gens, c'est la même chose. Et là, on voit les équipiers qui sautent à l'eau. C'est un départ qui est très proche de la côte. Le risque de vouloir trop partir premier, de partir trop tôt surtout, c'est qu'on se prend une grosse pénalité de temps, de plusieurs heures, si on franchit la ligne, même une seconde trop tôt. Moi, je lui donne un maximum d'infos pour le guider. Et puis lui, il a le nez dehors pour se placer par rapport aux autres bateaux. Et il me renvoie un peu ce qu'il voit dehors en me commentant un tel se place comme ci, un tel se place comme ça. Donc, c'est un jeu de temps et de distance. On a cette ligne, ce mur qu'il ne faut pas franchir avant la fin du compte à rebours. Mais en même temps, on veut le franchir au plus proche du top départ. Écoutez, on va vivre un moment plein d'émotions parce que vous savez qu'on a ce projet depuis quand même de nombreuses années. Et puis là, le projet a pris une dimension particulière avec ce nouveau bateau l'été dernier. Nos deux marins, Anthony et Julien, ils sont prêts. Je vais vous laisser vivre ce moment de départ. N'hésitez pas, une fois qu'on aura vu le départ à l'écran, de sortir pour les voir arriver. Je pense que ça va effectivement voler très vite. Avec Julien, on arrête le bateau face au vent, on se place par rapport au concurrent le plus proche de la côte, en tout cas entre la côte et les concurrents. De temps en temps, on accélère, le bateau part à 35 nœuds, on repose le bateau, on réaccélère. Voilà, c'est un peu le jeu du chat et la souris pour essayer de se positionner et en tout cas se forcer à garder notre position. On est à moins 15 secondes du départ. Il y a la pression qui monte, les secondes qui descendent, qui diminuent et jusqu'au top départ où là, on est dans le feu de l'action. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Les chevaux sont lâchés et les bateaux se mettent à voler avec des belles vitesses à plus de 35 nœuds et ça y est, là c'est parti quoi. Quand ils coupent la ligne de départ, 10-15 secondes après le top, pas tout de suite, mais pas très tard non plus, ils sont largement devant les autres, ce qui est l'objectif parce que c'est ça la bonne photo quoi. On voit que ça a été un bon départ, on voit qu'ils ont été prudents, ils étaient un peu en arrière de la ligne. Tout à fait. Personne n'était très chaud sur la ligne et tant mieux d'ailleurs. On a Sodebo qui est proche de nous, juste derrière, avec une configuration de voile un peu plus optimum pour ce début de parcours jusqu'à la boîte de dégagement. Donc voilà, il est vraiment quelques mètres derrière nous, les bateaux lancés à 35 nœuds, tous en plein vol. Enfin, c'est juste un gros kiff, quoi. C'est vraiment génial. En tout cas, c'est le seul moment de la course, et c'est normal, où on sera tous condensés et aussi proches, quoi.
Anthony Marchand, il a vraiment envie, il a la niaque en fait, il a vraiment envie de montrer qu'il n'est pas là pour rigoler et peut-être prendre sa revanche sur les 24 heures ultimes où il a fini hors temps. Donc voilà, il est là aussi pour montrer qu'il va en découdre sur cette course-là. C'est une partition qu'on essaye de réciter à deux. On a bien travaillé et qui se passe bien puisqu'on s'élance en tête, on est les premiers à couper la ligne. Et ça, c'est un clair avantage pour le tout début de parcours, qui sont des bords de ligne droite. Donc les bateaux se rangent les uns derrière les autres en file indienne et il y a peu de possibilités de dépasser sur ces deux premières marques de parcours. Ouais, très bien. Il arrive dehors, visiblement. Allez. Actuel et leader. Ah ouais, t'as fait l'imprimé écran. C'est bon ça? Ah, c'est bon ça. La course n'est pas totalement terminée. Ah bah non, mais déjà bien à commencer, c'est bien. C'est bon pour le moral. Oui. Ils font un très bon départ. C'est rassurant de se dire il fait un départ engagé, donc ça veut dire qu'il est dans de bonnes dispositions, il est concentré, et puis il attaque dès le début. Bon, dis-nous comment ça va à bord? Bah ça va Tony, on était content de notre départ, on a bien transformé le positionnement. Bah Sodebo qui est un peu derrière et puis Bampop un peu devant, qui a l'air d'aller vite. J'aime bien aussi par respect aussi pour tous ceux qui étaient là, d'avoir un moment d'échange avec Anthony. Je trouve que la séquence est vraiment très, très intéressante. Alors, il faut que ce soit possible. Et quand c'est possible, ce petit moment est effectivement précieux. Bon, en tout cas, on voulait vous dire bravo vraiment pour ce départ magnifique. On a de belles images. Avec à cœur de bien lancer notre transat, c'est fait. Il va falloir faire un peu le tour rond cette nuit et puis il y a plein de choses à jouer devant nous. Puis dans la voix, moi j'arrive à percevoir aussi dans quel état d'esprit il est, suivant l'intonation. Mais en tout cas, il y a une volonté, effectivement, de faire quelque chose de bien. Lâchez rien, mais soyez prudents. Une fois que le bateau est parti, la mission du team actuel, elle n'est plus de préparer le bateau, elle est de se mettre en mode intervention potentielle s'il y avait quelque chose. On a une équipe qui est à terre, qui a sorti les 2 semi-rigides de manœuvre, qui les a mis sur les remorques et qui est prêt à partir. Et on a ce qu'on appelle la mission littorale. Allez, bon courage pour la route, ouais. On vous tient en vue. On est parti. Donc là, on part à une dizaine et puis on accompagne le bateau le long de la côte. C'est-à-dire que s'il y a un souci, une collision, n'importe quoi qui se passe, on est capable d'intervenir dans quelques ports qui sont identifiés le long de la côte pour intervenir le plus rapidement possible. Les véhicules partent du Havre et on se met sur la route dans une position qui nous semble être la plus pertinente pour accueillir le bateau si toutefois il devait s'arrêter pour une petite intervention technique. On peut aller assez loin en termes de réparation. Je pense que le plus gros risque, il est vraiment en termes de composite. Et là, on a tout ce qu'il faut dans le camion pour réparer à peu près n'importe quoi. On a aussi les spécialistes en électricité, en électronique, qui sont capables d'intervenir tout de suite. En mécanique, on a 2 spécialistes avec nous. Enfin, on est capable de faire beaucoup de choses. On sait qu'on est parti pour 24 heures, où on va être en alerte, prêt à ressauter dans les véhicules avec les semi-rigides pour s'occuper du bateau, soit sur la côte nord de la Bretagne, soit après, ça peut être sur toute la façade atlantique jusqu'au bas du Portugal. Et après, fin de notre alerte, on va dire terrestre. Un grain pour que sur Chine GV haute, le bateau a bien gité. On manœuvre énormément, donc on est déjà trempé. En fin de nuit, il s'avère que Banque Populaire a un problème de safran. On vient de passer le Fronver, donc c'est un passage entre Ouessant et la côte. Et Banque Populaire passe dans le chenal du Four. On n'arrive pas trop à savoir ce qui se passe. On a Banque Populaire qu'on voit sur la carto plus ou moins arrêtée et qui se détourne. Donc on comprend qu'il y a
probablement une avarie à bord, on ne sait pas laquelle. Je suis informé très très tôt par le team Banque Populaire de la casse et de leur intention d'aller à leur base pour évaluer ce qui s'est passé sur un des safrans. Et à ce moment-là, on ne sait pas s'ils vont repartir ou pas. J'ai oublié un petit hookage de safran. Et derrière, quand on s'est retrouvé sur l'autre bord, on a eu le safran qui tenait plus dans son logement. On a pris la décision assez rapidement de faire route vers l'Orient pour pouvoir constater un peu les dégâts. C'est vraiment une grosse réparation, hein. C'est le changement de tout un système de casque de safran, de système de barre, et puis il faut être sûr de son coup parce que du coup on a vraiment besoin de ces safrans-là quand on manœuvre. Alors fort, fort. Et puis ils repartent sans perdre l'objectif de vue. On pourrait se dire, tiens, tout le monde est parti devant, ça va être compliqué. Non, ils sont là et ils perdent rien. Et puis nous, on les regarde revenir parce qu'ils reviennent. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord d'Actual Ultime 4. On est au large du Cap Finistère le lundi 27, un peu moins de 24 heures après le départ. On vient de finir la séance de sport du matin avec le J0 en place. Globalement, on a été vite sur la deuxième partie de nuit, ce qui est assez positif. Et puis on attaque cette dorsale. Dans cette zone de moins de vent qui, plus le temps passe, plus elle va être importante et que plus tôt on rentre dedans, mieux c'est. Et ça se passe pas au mieux. On est tous bord à bord. Sodebo est un peu à notre vent, un peu derrière et reste sous un nuage qui est assez localisé sur le plan d'eau et qui l'emmène pendant une quinzaine de minutes à 30 nœuds, là où nous, à 2-3 000, on est quasiment arrêtés. Ça se joue au nuage près, il y a vraiment un côté manque de réussite assez moche. On perd une vingtaine de milles, là comme ça, presque avec un nuage. On ne s'attendait pas du tout à ce genre de scénario. Dès le lendemain du départ, après le passage de la dorsale, on se retrouve dans une position de chasseur. En Madère, on a un bord très rapide avec les configurations où le bateau peut atteindre les vitesses les plus hautes. À 40 nœuds, de temps en temps. On a des conditions de vent, on va dire, parfaites pour aller vite avec nos machines. On a repris du terrain sur Sodebo et on est dans le match. En tout cas, on est heureux d'être là. Qui a mis les lunettes de vitesse. On a envoyé le grand J0. On est juste au nord-ouest de l'archipel des Canaries. Est-ce qu'on va voir grand chose? Ah si. Ah. Et là, Sodebo, qui est devant Actual, fait un choix assez osé, qui est de passer dans les îles, de slalomer à travers les îles, alors qu'ils sont devant. C'est une stratégie assez gonflée. Voilà, bon, on s'est séparé un petit peu de nos petits copains Sodebo. Ils sont passés dans l'archipel, on fera les comptes d'ici une douzaine d'heures, quand ça va recroiser. Ils sont inspirés depuis le début, les copains. Quand on fait la photo avant d'entrer dans les Canaries et puis à la sortie, il y a peut-être un léger gain de la part de Sodebo.
Pendant un moment, ils sont même très bien, mais ils galèrent à vraiment s'extirper des Canaries. Ça n'a pas changé grand-chose, sauf qu'en fait, ils ont juste gardé leur avance. Et on sait que pour nous, la suite, ça va être compliqué. Que SVR et Sodebo vont, après les Canaries, continuer à creuser l'écart. L'ouest de l'Atlantique est complètement fermé avec peu de vent. Et donc, on va devoir aller chercher le vent le long de la Mauritanie. Le vent accélère dans cette zone-là. Il y a des brises thermiques qui se créent avec le désert du Sahara, les réchauffements. Et donc, le long de la côte africaine, on peut avoir plus de vent la journée. Il y a des bateaux sans feu, sans électronique. Donc là, on est obligé de vraiment avoir une veille permanente. Stop! En tout cas, avec Julien, on bosse dur pour essayer de combler l'écart au maximum, pas perdre trop de terrain. Au moins jusque l'arrivée dans le poteau noir, où là, on sait que les cartes peuvent être redistribuées. Allô? Salut, Anthony, est-ce que tu nous entends? C'est Julien. Salut Julien, comment ça va à bord de Actual? Tous les matins, tous les 2 jours, de 5h à 8h, on sait qu'on peut être appelé par l'organisation. On est au tout début de l'archipel du Cap-Vert. Parce qu'avec Julien, on est tous les deux sur notre bateau et c'est pas forcément évident de faire vivre et retransmettre la course à la voile. Ça y est, vous avez retrouvé du vent. C'était un petit peu plus compliqué hier, mais ça y est, là, vous êtes partis. On a retrouvé du vent pour le reperdre. Les vacations, c'est pour nous le moyen de donner un peu l'état d'esprit du bord. Elles sont aussi écoutées par la concurrence, donc on essaye aussi de jouer le jeu de montrer que tout va bien et que l'ambiance est bonne. Et forcément, l'idée, c'est de raconter un peu ce qui se passe au public qui suit la course. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le plan de bataille prévu là, pour le Cap-Vert? Comment vous voulez les aborder, ces îles? Là, clairement, on est déjà dedans, du coup, parce qu'on vient de passer la première île. On est en train d'affiner notre trajectoire, mais entre SVR qui a fait ce choix d'être dans l'ouest et du coup de prendre l'extérieur et d'éviter les dévents, et un choix étonnant de Sodebo très, très à l'est. Et là, ce qui est intéressant, c'est que 3 bateaux, 3 choix différents. SVR, dans sa position de leader, choisit de contourner l'ensemble de l'archipel pour éviter les dévents. Quant à Sodebo et puis nous sur Actual 4, on assume la prise de risque. Sodebo passe à l'est des îles et nous on passe avec Anthony en plein milieu de l'archipel. Anthony et Julien ont vraiment bien joué parce qu'à la sortie du Cap-Vert, ils se retrouvent vraiment très proches de Sodebo. Et là, on essaye plutôt de se reposer à ce moment-là, parce qu'on sait que dans le poteau noir, ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement, et on en profite après le Cap-Vert pour se reposer, en tout cas un petit peu. Ouais. Le poteau noir, c'est le nom familier de quelque chose de plus scientifique qui s'appelle la zone de convergence intertropicale. C'est là où convergent les alizés d'Atlantique Nord et d'Atlantique Sud. Et entre les deux, ça fait pas un joli truc comme ça. Entre les deux, ça fait une grosse bande de nuages où c'est un bazar météo permanent, une espèce de bouillonnement nuageux avec globalement pas de vent. C'est le fait d'être dans une cocotte minute qui de temps en temps se met à bouillir et de temps en temps se calme et repart. On rentre dans le poteau noir, toujours content de notre choix qu'on avait élaboré au Cap-Vert, de ce positionnement, de ce passage. Donc la flotte se ralentit, les premiers grains arrivent. Et on a bien été accueillis, je pense. Parce que la première nuit, c'était vraiment un enfer. Avec des éclairs partout. Le vent qui bascule de 5 nœuds à 30 nœuds. Le point d'entrée visé dans le poteau noir est super important. Et là, ça se déroule plutôt bien pour Actual. SVR puis Sodebo se font vraiment ralentir par les vents faibles. Actual arrive à peu près au niveau de Sodebo, voire même il limite de passer devant à un moment donné.
La course est relancée. Pendant quelques heures, c'est quand même assez satisfaisant. On voit que la sortie est devant nous, on est vraiment content de nous parce que voilà, on est revenu dans le match avec Sodebo. Et sauf que la porte se referme juste pour nous. Un nuage grossit et il reste au-dessus de notre bateau. Bienvenue à bord d'Actual. Et dimanche, ça fait une semaine qu'on est en mer. Et voilà, depuis 3 heures, c'est un peu la cata là. Le poteau noir qui veut pas nous lâcher, qui descend avec nous. Le nuage regrossit sur nous, descend avec nous au fur et à mesure qu'on progresse vers le sud. Le poteau noir se décale et redevient assez actif. Et puis bah, là, ça dure 5 à 6 heures comme ça. On se bat comme on peut pour gagner vers le sud et qu'on... Voilà, devant nous, il y a plutôt du soleil et des bonnes nouvelles, mais pour l'instant, on a le vent à l'opposé de ce qu'il devrait être. Là, on vient un peu l'enfer. Ça va, Anto? C'était pas mieux. On prend 200 000 en très peu de temps, quoi. Limite, on se retourne en disant, sauf que si on reste planté sous ce nuage-là encore pendant longtemps, Banque Populaire peut revenir. C'est les joies. Tu peux rester bloqué plusieurs heures, plusieurs jours à cet endroit-là, quoi. Et c'est pas évident d'en sortir parce qu'en fait, c'est un endroit qui est en constant mouvement, donc ça va, ça vient, ça bouge très vite. On retouche du vent au fur et à mesure, on vient de s'extirper de cette grosse zone de vent calme. Là, voilà le paysage. C'est le soleil. Donc sortie de poteau noir, on commence à retrouver des conditions de vent plus stables. On déroule le Gennaker, ça y est, on remet un peu les voiles de portant. Et là, on se fait un super bord de Sao Pedro jusqu'à la côte brésilienne. Et là, on s'envoie toute la journée avec Anto en disant voilà, s'il y a moyen de récupérer une centaine de milles ou plus, ou même de recoller avec les autres, parce qu'on y croit à un moment. Donc on a barré toute la journée en se relayant toutes les 2 heures. Je pense qu'on avalait un truc rapido entre 2 quarts de bar puis à la sieste, à essayer de vraiment maintenir un gros niveau de moyenne. Tout va bien et là je sens le moral de Anto et Julien qui remonte et on lâche rien parce que tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, il peut se passer plein de trucs. Sur les pointages, SVR et Sodebo sont moins loin. Il y a un poteau noir à retraverser. Donc il faut qu'on essaye de trouver un trou, un passage différent des autres. Donc on rentre dans ce poteau noir qui est encore presque plus fort que ce qu'on avait traversé sur l'allée. Le vent tourne encore plus fort dans tous les sens. Il faut s'imaginer une ambiance un peu apocalyptique. On passe du bleu soleil short t-shirt à se retrouver sous de la pluie battante et pas voir les étraves du bateau et 40 nœuds de vent qui arrivent brutalement comme ça. Donc, Bonjour tout le monde. Grand ciel bleu à l'instant et tout à l'heure on était sous une forte pluie dans un gros grain. On essaye de s'extirper de cette zone. On est obligé de traverser pour aller regagner l'Alizé un peu plus nord. Là il y a Julien qui est à l'ordi. Regardez les images satellites. Là, on sait qu'on se prend un caramel en fait à ce moment-là, que le poteau noir, il est encore pas forcément en notre faveur. Sodebo prend de la distance, avec SVR aussi également. À la sortie du second poteau noir, le jeu il est quand même globalement plié. On a beau triturer un peu les routages dans tous les sens, on voit quand même que tous les scénarios météo poussent à ce que ça gagne par devant. À part une avarie, le classement ne doit pas bouger. On a SVR qui a fait vraiment la course parfaite, qui est premier de la catégorie.
Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour SVR Lazartigue. Comme la perte, Franck Casse. Quand je vois arriver SVR en vainqueur à Fort-de-France, je me dis c'est pas nous. Donc pour le coup, je suis déçu que ce soit pas actuel, mais SVR ne pouvait pas ne pas gagner cette course. Tellement le parcours qu'ils ont fait et les conditions dans lesquelles le rythme qu'ils ont mis frôlait quasiment la perfection sur la totalité. La victoire est belle et légitime. 2023, cette année, c'était l'objectif de réussir à bosser pour ça. Et c'est une belle émotion. Le bateau, on le voit arriver, on voit le petit point. C'est magnifique, le bateau, il est beau. C'est ce qu'ils viennent de vivre. On commence à voir les bateaux arriver pour nous suivre jusqu'à la ligne d'arrivée. Cette excitation d'en finir et de se dire qu'il faut se réjouir de cette 3e place. Il y a de la joie de retrouver aussi le visage des amis, de la famille. Le classement, il peut être sévère sur la seule lecture du classement, mais on aurait pu avoir un peu plus de réussite. Le bateau était super, hein. Ça allait vite. Humainement, avec Julien, c'était une transat hyper fluide, hyper naturelle, avec que du positif. Une jolie arrivée avec le coucher de soleil. Merci pour les encouragements. Gros bisous à toute la famille et puis à bientôt. Finalement, on se dit qu'un jour, notre tour viendra et qu'on a potentiellement encore un peu de travail à réaliser pour pouvoir rendre ça possible. C'est ça que ça veut dire. Nous, on a récupéré une des plus belles machines au monde. On l'a mis à nos couleurs, à nos mains. On a eu une saison très dense, très intense. On est tous fiers de nous, je pense. On est fiers, effectivement, d'avoir accompli ce qu'on a fait. Après, je pense que la vraie fierté de l'équipe, c'est quand tu rends une victoire dans du bateau. C'est une année qui est très importante dans l'histoire du team, parce qu'elle nous prépare pour l'avenir. Qu'on a acquis sur le 25, là, on commence à cocher toutes les cases qui rendent possible cette victoire pour le Rhum 2026. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour l'équipage de Actual Ultime 4. André Marchand, Julien Villon, 3e en ultime de la Transat Café Nord 2025. On est presque à réfléchir et à penser pour l'année d'après à la Guadeloupe, qui est la route du Rhum. Et on a plus d'1 an pour se préparer, pour modifier le bateau, pour continuer d'apprendre à le connaître. Pour être dans le bassin à Saint-Malo, pour la route du Rhum, le plus près possible, avec un bateau le mieux préparé possible et puis un mental d'acier.